Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui est Le dernier jour d'un condamné, un roman de Victor Hugo. Passons maintenant à la présentation. L'auteur. Victor-Marie Hugo vient au monde le 26 février 1802 à Besançon, en Franche-Comté. Son père, le colonel Léopold Hugo, est militaire de carrière et sa mère, Sophie Trébuchet, est issue de la bourgeoisie vendéenne. Le couple se sépare lorsque Victor a 10 ans. Il est un étudiant brillant au lycée Louis-le-Grand et se voit attribuer plusieurs récompenses scolaires, dont un prix d'encouragement de l'Académie française. Sa carrière débute à l'âge de 14 ans avec une tragédie, Irtamen, puis des recueils de poésie de jeunes récompensés par le roi. Mais ce sont les drames historiques novateurs tels que Hernani au Cruel qui font de Hugo le héros des écrivains romantiques, ce qui fait aussi de l'écrivain un personnage public essentiel. C'est la variété de ses registres allant de l'épopée à la religion en passant par l'engagement politique, comme dans Le dernier jour d'un condamné, la défense des pauvres et des valeurs républicaines. Il décède le 22 mai 1885 à Paris et sera inhumé au Panthéon. Maintenant, on va voir la carte d'identité de cette œuvre. Le genre. Ce roman est un roman à thèse. Dans ce roman, l'auteur défend une seule idée, l'abolition de la peine de mort. En ce qui concerne la forme, ce roman apparaît comme un récit à la première personne, se présentant comme les mémoires d'un authentique condamné à mort. L'auteur, Victor Hugo, écrivain âgé de 27 ans, mais déjà connu du public. Maintenant la structure. Le titre est Le dernier jour d'un condamné. L'œuvre est composée de 49 chapitres précédés dans sa dernière édition d'une longue préface contre la peine de mort. On va voir maintenant le contexte historique. À la parution du dernier jour d'un condamné, Hugo est un auteur célèbre. Grâce à ses premières œuvres, il apparaît comme le chef de file du romantisme en train de naître. Par ailleurs, la peine capitale en 1830 était une pratique courante dans tous les pays d'Europe depuis le Moyen Âge, pour des crimes capitaux ou religieux. Cependant, de nombreuses voix s'élèvent contre cette sentence depuis les réflexions des philosophes des Lumières, notamment celle de Montesquieu au XVIIIe siècle. En 1824 sont introduites les circonstances atténuantes, et les avocats des accusés essayent alors d'obtenir la condamnation au bagne à perpétuité du condamné au lieu de sa mort. À cette époque, de nombreuses voix commencent à émerger avec celle de Hugo pour demander l'abolition de ce châtiment, ou du moins la limitation des condamnations aux crimes les plus graves en excluant les délits politiques et religieux, et d'autres œuvres verront le jour pour protester contre la peine de mort. Et malgré ces protestations, l'usage de la torture et la décapitation sont toujours des sujets d'actualité en 1830. Les personnages. Le condamné, le narrateur. C'est le héros de cette histoire. Il est condamné à la peine de mort à cause d'un crime qu'il a commis, mais dont on ne connaît pas la nature. Il est jeune et en bonne santé. Dans le livre n'apparaît aucune description physique. Marie, fille du narrateur, âgée de 3 ans, elle est décrite avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle ne reconnaît pas son père lorsqu'elle le revoit dans la prison. Elle l'appelle monsieur. Le prêtre, bon et charitable, c'est un homme qui n'éprouve pas de compassion pour le narrateur, ni pour les autres condamnés qu'il voit. Le thème. Le thème du roman est la peine de mort. Comment un condamné vit-il avant
son exécution et comment vit-il celle-ci? Cette œuvre est engagée contre la peine de mort et a été écrite dans le but de faire réfléchir les lecteurs sur leur comportement face à la peine capitale. Et c'est pour cela que le registre pathétique est employé. De plus, le roman est écrit à la première personne pour que le lecteur entre dans la peau du personnage, que les émotions soient vécues par lui. Un passage révélateur. Le passage le plus dur et plus émotionnel est le 43e chapitre. Car Marie, la fille du condamné, a le droit de rendre visite à son père. Seulement, elle croit son père mort et appelle le condamné monsieur. Ce moment est dur pour le lecteur comme pour le narrateur, car il prie chaque jour pour sa fille en pensant à elle, vu que sa mère et sa grand-mère sont malades. Elle risque de ne plus avoir personne après la mort de son père. Le narrateur espère alors mourir. Il n'arrive plus à supporter ce calvaire. Enfin, voilà un petit résumé de ce roman. Dans la prison de Bicêtre, dans sa cellule, le condamné à mort, dont on ne connaît ni le nom ni le crime qu'il a commis, vit seul avec l'idée angoissante de la mort. Il se rappelle la scène de son jugement, la sentence de mort à laquelle il a été condamné et son transfert à Bicêtre après sa condamnation. Puis il prend la décision d'écrire un journal pour sa fille. Le condamné pense avec amertume à elle, à sa femme et à sa mère. La visite du directeur de la prison et la gentillesse inhabituelle du geôlier font comprendre au narrateur que son exécution aura lieu le jour même. Il imagine alors des stratagèmes pour sortir de prison. C'est alors que l'aumônier et l'huissier lui annoncent le lieu de sa prochaine exécution, la place de Grève. Le condamné est ensuite transféré à la conciergerie. Au palais de justice, dans sa cellule, le condamné se trouve seul avec un malfrat condamné lui aussi à mort, le Frioche. Ce dernier lui raconte son histoire et lui demande sa redingote. Le condamné fera quelques rencontres comme celle de l'architecte qui prend des mesures de sa cellule ou encore un gendarme placé dans sa cellule qui demande au condamné de revenir après sa mort afin de lui indiquer les numéros gagnants à la loterie. Il fait un cauchemar, une vieille femme qui s'est introduite dans sa maison et qui a éteint la bougie qu'il tenait à la main. C'est le symbole de la mort. Puis arrive la visite de sa fille qui ne le reconnaît pas, elle appelle monsieur et qui prétend que son père est mort. Le condamné est ensuite conduit à l'échafaud. Il observe le peuple assoiffé de sang qui l'attend. Il est près de la guillotine. Il espère encore être gracié.